Bientôt 3 ans. Le 15 janvier, le média aura 3 ans. Considéré avec mépris par la presse installée, donné pour mort à plusieurs reprises, nous sommes toujours debout, avec derrière nous une audience toujours plus grande. Ce média, c'est celui des monteurs, réalisateurs, techniciens de plateau, community managers qui construisent, améliorent nos formats, les rendent plus viraux, plus identifiables, plus forts. Et aussi, c'est le travail des journalistes, en particulier les jeunes journalistes. C'est en tout cas notre pari. Partagez-le avec nous en vous abonnant à nos pages, en poussant nos contenus, mais aussi en nous faisant un don de fin d'année pour ceux qui peuvent se le permettre. En cette fin d'année 2020, on a appris via les médias des nouvelles qui sont à première vue contradictoires. D'un côté, la France aura atteint cette année le nombre symbolique de 10 millions de pauvres. Le taux de croissance de l'économie a dégringolé avec une récession de plus de 11%. Et de l'autre, le CAC 40 a connu son meilleur mois en 30 ans en novembre dernier. Comment expliquer cette curieuse déconnexion entre les places boursières et l'économie réelle? J'ai voulu poser la question à Paul Jorion. Anthropologue, ex-trader, Paul Jorion s'est rendu célèbre pour avoir prédit la crise des subprimes en 2008. En mars dernier, alors que les bourses mondiales dévissaient avant même que le Covid-19 se répande dans le monde entier, Paul Jorion affirmait dans une interview qu'il nous avait accordée que la crise financière mondiale était déjà là. Et pourtant, 9 mois plus tard, les pauvres trinquent, les artisans et les petits entrepreneurs sont au bord du suicide, mais le CAC 40 réalise des records. Je lui ai demandé comment il expliquait. Ce qu'on appelle la valeur ajoutée, c'est le profit, c'est la capacité pour quelqu'un de revendre quelque chose plus cher que ça a coûté. Alors dans nos sociétés, il y a 2 types de personnes qui peuvent faire ça. C'est la personne qui a une entreprise et qui regarde les coûts de ce que ça a coûté de produire un service ou de produire une marchandise et qui revend plus cher que ça. Il y a un profit qui apparaît là. Alors il peut y avoir ce qu'on appelle un marché secondaire, c'est des gens qui achètent aux entreprises et qui revendent. Ce sont des marchands qui revendent plus cher. Voilà. Alors, on a des profits. Ces profits, ils sont à un certain endroit. Ces profits peuvent servir, en fait, de pouvoir d'achat. Des gens qui viennent de faire du profit, les marchands et les détenteurs d'entreprises, ceux qui sont détenteurs ou détentrices d'une entreprise. Mais la plupart des gens sont des travailleurs. Ils travaillent. Donc, il faut que d'une certaine manière, ces profits qui ont été faits par les gens qui peuvent faire du profit se retrouvent entre les mains des gens qui, eux, travaillent. Il faut qu'on les emploie. Alors, dans une situation comme celle de la Covid-19, on a vu, on n'emploie plus les gens. Alors, il y a une autre source possible pour le pouvoir d'achat, c'est les interventions de l'État, comme le RSA. Mais pour cela, il faut que l'État intervienne, et il intervient dans la plupart des pays sous la forme de chômage partiel, etc. Mais il faut que les entreprises comprennent davantage que pour qu'on puisse acheter les produits et les services qui ont été produits, il faut que d'une certaine manière, ceux qui font les profits, les marchands et ceux qui dirigent les entreprises, en fait, se délestent d'une partie de cet argent-là pour qu'ils puissent se retrouver comme salaire, pour qu'ils puissent servir de pouvoir d'achat. Alors, dans une société comme la nôtre, quand le travail s'arrête, eh bien, immédiatement, il faut que ce soit l'autre source possible qui intervienne, l'État, et ça se fait avec retard et sous forme partielle, comme le dit l'expression partielle, dans chômage partiel. Donc, le mécanisme n'est pas tout à fait au point. L'autre chose, le fait que la bourse aille si bien, c'est un paradoxe, et c'est un paradoxe dû à une question purement technique. C'est artificiel, c'est purement artificiel, mais ce que ça révèle, c'est le fait que le capitalisme est en train de se gripper complètement, qu'il est en train de s'effondrer. Pourquoi? Parce que l'augmentation du prix des actions est liée en fait à ces injections massives d'argent par les banques centrales qui restent calées dans les banques, qui restent calées dans les entreprises et qui ne se retrouvent pas sous forme de pouvoir d'achat. Pour résumer, la réaction des banques centrales qui ont volé au secours des places financières via ce qu'on appelle le quantitative easing et qu'on peut illustrer certes un peu grossièrement en prenant l'image de la planche à billets a été plus forte que les actions des États destinées à soutenir le pouvoir d'achat du grand nombre de personnes dont les revenus ont baissé ou disparu en raison des mesures de lutte contre la pandémie. À première vue, le monde de la finance est le gagnant de cette période de turbulence si on le compare à celui de l'économie dite réelle. Pourquoi Paul Jorion persiste-t-il donc à n'y voir qu'artifice et à penser que le capitalisme va se cracher?
Le prix des actions dépend d'une certaine manière des taux d'intérêt. Et comme vous le savez, les taux d'intérêt sont très très bas. Pourquoi est-ce qu'ils sont très très bas? Parce qu'il y a plus d'argent dans le système que le système ne peut absorber. Il faudrait qu'il se retrouve dans les mains des travailleurs, mais ça, on le voit bien, ça ne se fait pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a des taux d'intérêt négatifs, et vous savez bien, le système capitaliste, il dépend des rentiers ou des capitalistes, c'est l'autre mot, c'est-à-dire des gens qui touchent des taux d'intérêt. Quand il n'y a pas d'intérêt qui sont versés, le système commence à se dégrader. Et ce qui se passe aussi en parallèle, c'est que le prix des actions va augmenter. Paul Jurion nous explique pourquoi, dans ces conditions spécifiques, le prix des actions monte et pourquoi ce gonflement est en réalité une sorte d'illusion d'optique. Tout tourne autour de la manière dont est calculée justement la valeur d'une action. Une action dans une entreprise étant une sorte d'anticipation de sa rentabilité future. Paul Jurion nous explique comment la valeur d'une action est calculée en temps normal, c'est-à-dire quand les taux d'intérêt sont intéressants, mais il nous explique aussi comment la valeur de la même action est calculée dans des moments comme ceux que nous vivons. Le prix d'une action, c'est tous les dividendes qui vont venir, qu'on peut additionner, et ça représentera en gros la valeur de l'action. Elle va me donner 5 euros l'année prochaine, 5 euros dans 2 ans, 5 euros dans 3 ans. Et quand on fait le calcul, on escompte ces sommes, ces 5 euros de chaque année. C'est-à-dire que le 5 euros de l'année prochaine, on le calculera à 4,80. Celui de 5 euros dans 2 ans, on le calculera à 3,70 et on va additionner comme ça. Et quand on arrive à 10 ans ou 20 ans, il n'y a plus de calcul à faire parce que ça se résume à des centimes. Bon, alors une fois qu'on a compris ça et que maintenant on sait que les taux d'intérêt sont négatifs, quand tu fais le même calcul, l'argent, les 5 euros en un an, en réalité, ils valent 6 euros. Le 5 euros dans 2 ans, il valent 7 euros. Pourquoi? Parce que si tu mets ton argent maintenant, si tu mets les 100 euros maintenant à la banque, l'année prochaine, ils auront perdu la valeur parce qu'il y a un taux d'intérêt négatif. Ils ne vaudront plus que 97 ou 96, etc. Le taux d'escompte est devenu négatif. Ce qui veut dire que quand tu fais maintenant le calcul de la valeur d'une compagnie, les 5 euros dans un an, tu les additionnes non pas comme 4,80 mais comme 6, ceux de l'année suivante pas comme 3,70 mais comme 7 et ainsi de suite. Ce qui te gonfle le prix de l'action. Alors tout ça est fondé sur une illusion, c'est qu'il y aura toujours des versements de dividendes alors que l'entreprise peut capoter, mais on n'intègre pas la faillite d'une entreprise dans le calcul de ses actions. Si finalement ça se fait, on vend l'entreprise à la casse, il y a un peu qui revient aux actionnaires, etc. C'est-à-dire qu'il y a une illusion qui fait, avec ce prix élevé, on a l'impression que ça ira pour toujours et que ça ira toujours mieux. Alors que l'économie nous montre qu'on est en train de capoter entièrement. Et ça, donc, quand je dis que c'est un symptôme du capitalisme en train de s'effondrer, c'est exactement ça. C'est ça. Ce capitalisme, à partir du moment où il y a des taux d'intérêt qui sont négatifs, le rentier, il est assassiné, c'est l'euthanasie du rentier, comme disait Keynes, et le prix des actions devient n'importe quoi, ça ne représente plus rien de la réalité, de la véritable valeur des entreprises. Cette idée des actions en bourse comme étant un baromètre de l'économie, ça ne marche que quand l'économie marche, que quand les taux d'intérêt sont positifs, mais pas du tout quand le système est en train de capoter entièrement. Alors qu'est-ce qu'on voit dans des situations comme celle-là? Eh bien, l'État est obligé d'intervenir. Le pouvoir d'achat est de plus en plus, par le RSA, par d'autres biais, c'est de plus en plus des interventions de l'État. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que ça ne coûte plus rien à l'État de le faire. L'État peut emprunter et comme il ne paye pas d'intérêt là-dessus, au contraire, quand on émet une obligation maintenant à taux d'intérêt négatif, ça rapporte plutôt que ça ne le coûte. Par conséquent, il y a une nationalisation de fait de l'économie qui se passe, il ne faut surtout pas le dire à ceux qui dirigent l'économie, qui est en train de se faire automatiquement à cause de cette histoire de taux d'intérêt négatif et qui sont dus au fait que les injections d'argent par les banques n'arrivent pas là où elles devraient aller, c'est-à-dire aux travailleurs et aux travailleuses et aux consommateurs. C'est parce que l'économie ne joue plus le jeu. Elle croit qu'on peut faire fonctionner une économie entièrement avec des achats de luxe de ceux qui font véritablement le profit sans qu'il y ait transvasement de ces profits, de ces bénéfices vers la population. Alors, si on comprenait ça au niveau de ceux qui nous dirigent à ce moment-là, ils pourraient essayer de redresser la barre. Mais ce n'est pas dans leur tempérament de manière générale et je ne crois pas que ça va se passer. En gros, la thèse de Jurion serait que les capitalistes, les rentiers, les tenants du système économique actuel
sont en train de tuer la poule aux œufs d'or, c'est-à-dire la société de consommation qui les a fait rois parce qu'ils se refusent à faire circuler l'argent. La rapacité des acteurs capitalistes aurait-elle déjà commencé à tuer le capitalisme, remettant de fait les États au centre du jeu? Pour le moment, ceux qui se vendent entre eux des actions à des prix excessifs, ils ont l'air de faire des profits. Mais c'est un jeu de chaises musicales. Celui qui se retrouvera avec des actions qui du jour au lendemain ne vaudra plus rien, on l'a déjà vu à d'autres occasions, c'est celui-là qui va ramasser, qui va tout ramasser. Donc c'est une patate chaude qu'on est en train maintenant envoyer de l'un à l'autre. Est-ce que les rentiers tirent mieux leur épingle du jeu que les travailleurs aujourd'hui, en décembre 2020? Non. Non, pour le moment, ce sont les rentiers qui. Non, pour le moment, ce sont les rentiers qui payent essentiellement, parce que ça ne rapporte plus. Il y a un truc qu'on appelle les junk bonds aux États-Unis, voilà, on appelait ça les obligations pourries. Normalement, sur ça, sur des entreprises qui étaient un peu menacées, ça rapportait du 12, du 15%. Maintenant, c'est tombé à du 3 ou du 4%. Non, le rentier est véritablement en train d'être assassiné. On le comprend bien, un taux négatif, c'est-à-dire qu'il perd de l'argent tous les jours. Mais tout le monde est en train de perdre, parce que nous avons tous un intérêt lié d'une manière ou d'une autre au système capitaliste. Si nous allons travailler, il faut qu'il y ait un capitaliste quelque part qui libère l'argent et pour payer les travailleurs. Mais l'ensemble du système est en train de capoter entièrement. Et en fait, elle a commencé à capoter dès qu'on a eu en 2009. Enfin, il y a un effet avec retard maintenant, il y a un délai. Mais à partir du moment où on a injecté les banques centrales, de l'argent dans l'économie pour que ça arrive dans l'économie véritablement et que ça n'y arrive jamais, que ça sert à des petits jeux, d'acheter des obligations ou d'acheter des actions, en fait, c'est déconnecté de l'économie. Et à partir de ce moment-là, on a dit, bon, ça repart en 2009, etc. Mais le système, en fait, a continué sur sa lancée et il a continué à se détériorer. Mais de manière pratique, dès le début de cette séquence historique, les places boursières mondiales ont paniqué et décroché avant même que l'épidémie ne s'étende en Europe. Comment sont-elles parvenues à se stabiliser? Parce que là, elles se sont stabilisées, elles sont même montées. Techniquement, comment cela a pu se faire? C'est l'argent qu'ont injecté les banques centrales pour justement essayer de parer la crise elle-même. Mais l'envoyer sur les marchés financiers, ce n'est pas l'endroit. C'est dans le RSA qu'il faut le mettre, c'est dans le chômage partiel, parce que c'est là qu'il y a le pouvoir d'achat. C'est quand les gens achètent des marchandises et des services que l'économie peut véritablement fonctionner. Quand les banques centrales ont distribué de l'argent à partir de 2009, il n'y a que 40% de cet argent-là qui s'est retrouvé dans l'économie. Les 60 autres pourcents ont servi uniquement à alimenter de la spéculation entre les banques elles-mêmes. Donc, quelque part, on peut avoir l'impression que le capitalisme, disons les grandes entreprises cotées, sont en train de gagner la partie, mais ce que vous expliquez, c'est que c'est un gain qui est provisoire et qui se terminera en défaite. C'est une illusion, c'est une illusion. C'est un artefact, comme on dit. C'est un truc artificiel. C'est la simple transmission de ces taux d'intérêt négatifs à l'intérieur du mécanisme traditionnel de valorisation, de calcul de la valeur d'une action. Mais c'est déconnecté de toute réalité. Mais demain, imaginons que la crise survient, qu'elle est profonde. Est-ce qu'on peut considérer que quelque part, les entités les mieux organisées, c'est-à-dire les grandes entreprises cotées en bourse, seront les leviers sur lesquels les États vont s'appuyer pour faire relancer la machine, là où les États ne peuvent pas aider individuellement les petits commerçants, les petits entrepreneurs, et que d'une manière ou d'une autre, les grandes entreprises seront les gagnantes de la stabilisation post-Covid? Oui, mais comme je le disais, il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau du capitalisme et au niveau des États. Plus les taux d'intérêt sont négatifs, plus les banques centrales vont injecter de l'argent qui n'arrivera pas véritablement à devenir du pouvoir d'achat, plus il sera simple pour les États de simplement emprunter en sachant qu'il ne faudra pas rembourser ça tout de suite et que ça ne débouchera pas sur des versements d'intérêts puisque ça ne coûte plus rien. C'est-à-dire c'est le glissement qui est en train de se faire parmi les employeurs, parmi ceux qui donnent de l'argent aux gens. Il y a un déplacement et il s'est déjà amorcé à partir de
de 2009. La fonctionnalisation, dans la plupart d'entre nous, sous la forme d'aide au chômage, sous la forme d'aide à ceci ou cela, pour le moment, les petits commerçants, ils sont portés à bout de bras par l'État, il faut bien le dire. Et pendant ce basculement, ça coûte de moins en moins cher à l'État de prendre la place de ces grandes entreprises. Et ces grandes entreprises, il faut s'en souvenir, elles nous ont toujours, elles nous ont toujours roulé par du chômage à l'emploi en disant si vous nous donnez 10 milliards ici ou si vous nous donnez 20 milliards là, on va créer des emplois avec des équations du MEDEF qui disait ça va représenter 1 million d'emplois, etc. Nous, les travailleurs, il y a longtemps qu'on n'y croit plus, mais les États continuent d'y croire. Et maintenant, on a de moins en moins besoin de ça. Dans cette part de l'argent de la richesse nationale qui va venir simplement de l'État vers les gens, elle est en train d'augmenter. Il y a une nationalisation de fait. Et je dois dire, mon collègue belge Bruno Coleman, qui est un libéral, même un ultra-libéral, à partir de 2009, il l'a dit, il a alerté mon attention là-dessus. Il a dit, il y a une nationalisation qui est en train de se faire en sous-main, en coulisses. Il a attiré mon attention là-dessus, mais il a raison. Et dans une crise comme celle-ci, ça apparaît vraiment en lumière. Si la thèse du grand retour des États se confirme, est-elle forcément une bonne nouvelle dans nos pays où les élites économiques et la classe politique se mêlent au point où l'historien Emmanuel Todd parle d'aristocratie stato-financière? Pour être clair, si Bernard Arnault tombe, n'est-on pas quasiment certain qu'Emmanuel Macron l'aidera à se relever avant toute autre considération? L'enjeu, donc post-Covid, l'enjeu politique et économique post-Covid, c'est qui va contrôler les États? Est-ce que ce seront les oligarchies préexistantes qui vont se ressaisir des États pour récupérer ce qu'elles ont perdu? Ou alors est-ce que ce sont les peuples qui, d'une manière ou d'une autre, vont contrôler l'État? C'est ce que vous essayez de dire. Oui, là c'est voilà, ça c'est à nous de décider aussi, parce qu'effectivement, quand il s'agit de définir le type de système dans lequel nous sommes, c'est effectivement une démocratie de type classique, mais avec une dominante d'oligarchie, des grandes fortunes. Mais les grandes fortunes, je l'ai rappelé, leur pouvoir, c'est le chantage à l'emploi. En disant si vous augmentez, si vous ajoutez tel impôt, si vous réintroduisez un impôt sur les grandes fortunes, je pars ailleurs, je vais. C'est de plus en plus difficile pour ces gens de dire je vais ailleurs. Où est-ce qu'ils vont aller? Où est-ce qu'ils vont aller véritablement? Et la seule possibilité qu'il y a pour eux, c'est véritablement de reproduire du pouvoir d'achat dans la population. Jusqu'ici, on a essayé de jouer, on a essayé de remplacer le pouvoir d'achat de la population ordinaire par les biens de luxe et des choses de cet ordre-là. Et ça, on a vu entre 2009 et maintenant, c'est tout à fait massif. Mais une économie ne peut pas fonctionner uniquement à vendre des diamants et des manteaux de fourrure. C'est pas possible. C'est pourquoi? Parce qu'avec le vieux proverbe, les pauvres n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils sont très nombreux. Les riches ont beaucoup d'argent, mais il y en a finalement tout au sommet, il n'y en a pas énormément. Et puis une fois qu'ils ont acheté 12 yachts, l'acheter le troisième, pour eux, voilà, il y a un rendement marginal qui baisse, comme on dit en termes d'économie. Quelque part, ce que vous dites nous fait penser que parallèlement donc à cette crise économique et à cette fausse embellie financière, il se produit dans la société française et dans d'autres sociétés du monde, dans d'autres sociétés industrielles, un phénomène de renforcement du caractère autoritaire de l'État avec la surveillance massive qui est incarnée par la loi sécurité globale et même la remise en cause des droits fondamentaux comme la liberté de conscience et de culte à travers la loi sur le séparatisme. Et si demain donc l'État est le grand gagnant, les États sont les grands gagnants de cette séquence historique, et que ces États sont dans les mains de ceux qui, par ailleurs, sont les alliés historiques, les alliés de classe du grand capitalisme, est-ce qu'on aura gagné quelque chose dans le fond? C'est-à-dire qu'en fait, on voit quel est le système qui marche dans le cadre de la Covid en ce moment. C'est le système chinois. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on va vers ça échappe à personne. Et en fait, le mouvement de fond, c'est que l'ensemble des pays, s'ils veulent survivre, sont en train de glisser vers quelque chose d'une organisation efficace comme celle à la chinoise. Et comme on le sait aussi, la Chine, d'une certaine manière, c'est la chose qui se rapproche le plus aujourd'hui du socialisme tel que John Maynard Keynes le proposait. Mais c'est aussi un système assez dur vis-à-vis de ses citoyens, avec justement une surveillance, avec des excès ici et là, dans la manière dont on gère les affaires.
avec je dirais, une mise entre parenthèses partielle, au moins, du droit de l'individu à dire moi je, auquel on laisse beaucoup de place chez nous. Mais le danger là, bien entendu, c'est de respecter un système qui ne nous transformerait pas purement et simplement en une société comme une société de termites ou une société de fourmis. Mais je dirais qu'il y a une convergence de fait, pas visible en surface chez nous, visible tout à fait en surface en Chine, vers un système qui fonctionne. Et ça, on pourrait dire, c'est un peu la pression qu'exercent toujours les choses telles qu'elles sont sur les modèles ou sur les inventions qu'on fait, sur les idéologies, pour aller vers quelque chose qui fonctionne. Pourquoi? Parce que les gens, sinon, ils descendent dans la rue et on ne peut pas garder les gens dans la rue indéfiniment en train de protester, de casser éventuellement des choses et ainsi de suite. Vous dites que d'un point de vue économique, la Chine ressemble à une idée du socialisme keynésien, tout en étant un pays autoritaire. Mais d'autres analystes considèrent que la Chine est le symbole même du capitalisme autoritaire, avec des grands écarts entre une oligarchie qui se renforce et finalement des classes populaires qui sont non seulement stabilisées à un niveau de revenu acceptable, mais pas suffisant, et fliquées, menacées, enfermées en gros. Oui, moi je n'y crois pas à la Chine comme système capitaliste. La Chine communiste, elle vient d'un autre endroit. Elle a été opportuniste quant à l'accès au marché financier, c'est-à-dire elle a permis la création de bourses, elle a permis à des petits entrepreneurs d'emprunter, etc. Mais c'est un système capitaliste sous haute surveillance à l'intérieur de Chine. Et je ne veux pas dire surveillance comme vis-à-vis des Ouïghours dans la province très, très orientale de la Chine. Non, pourquoi est-ce que quand on nous dit il y a une très grande crise du logement en Chine, le marché de l'immobilier en Chine va dégringoler, la bourse de Shanghai va tomber à zéro, etc. Et la semaine suivante, il ne se passe rien du tout. On a vu ça des dizaines de fois ces années récentes. Pourquoi? Parce que c'est un parti communiste qui dirige et qui, la semaine suivante, il ferme la bourse de Shanghai. Et si les petits spéculateurs perdent de l'argent, ça ne fait ni chaud ni froid. C'est un système qui, parce qu'il est autoritaire, réagit au quart de tour à des problèmes économiques. Je ne vous cache pas qu'à ce stade de cet entretien avec Paul Jorion, j'ai été très déstabilisé devant ce qui ressemble à un éloge du modèle chinois, même s'il s'en défend. Face à la crise environnementale, à un probable effondrement économique, aux crises sanitaires d'aujourd'hui et de demain, à la compétition entre nations, peut-on finalement considérer que l'efficacité supposée est préférable à la liberté, aux libertés publiques? Ce qui va naître sur les cendres du capitalisme néolibéral, s'il finit par s'effondrer, sera-t-il fatalement des autoritarismes étatiques, des systèmes centralisés et peu soucieux des libertés individuelles? Continuons le débat dans les commentaires.